Europe 1, 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il est question d'économie. On salue le prix Nobel et on attribue les bonnets d'âne. L'opinion, Nobel, le succès d'un autre modèle français. Les Échos, budget 2015, comment Paris veut convaincre l'Europe. Libération, assurance chômage, crise de régime. Le Monde, pourquoi le système politique français est à bout de souffle. Et puisqu'on parle d'économie, le Parisien aujourd'hui en France en a trouvé. Bouchon, 46 millions d'euros partent en fumée chaque jour. La presse, Natacha, c'est peut-être d'abord ce matin une photo. Oui, la photo est impressionnante et belle en une du Figaro. Cette ville étendue dans la brume et la fumée des combats et les chars turcs au premier plan, immobiles, surplombant la scène à laquelle ils ne participeront pas. Le titre, la Turquie laisse les djihadistes envahir Kobané. Car c'est bien la complexité de la situation qui transparaît ce matin dans les articles. Une coalition hétéroclite, des frappes inefficaces et un président turc, allié officiel des États-Unis, mais qui préfère l'État islamique aux combattants kurdes. Pire, Libération nous apprend que l'État islamique s'implante discrètement mais massivement en Palestine et parmi les Arabes israéliens. Mais visiblement, la complexité n'est pas accessible à tous. Sur le site Causeur, Daoud Bouguezala marque son agacement. Face à Bernard Guetta d'abord, qui appelait récemment dans Libération à éviter les amalgames entre les Arabes de France et les bouchers de l'État islamique. Et qui mélangeait, nous dit Daoud Bouguezala, jusqu'à les confondre, Arabes et musulmans. Mais comme l'écrit le journaliste, Libération et Bernard Guetta n'ont pas le monopole de la bourde et de citer une brève apparue sur les écrans d'e-télé. Berlin veut inciter les pays arabes, l'Iran et la Turquie au premier rang, à combattre le groupe État islamique. Bourde de stagiaires, tempère le journaliste, mais tout cela finirait par nous dire quelque chose de la France, de l'ignorance pleine de bonnes intentions qui s'y répand. On parle de l'économie française ou peut-être des économies ? Oui, et le ton général ce matin serait à l'ironie. Aux yeux de l'étranger, s'amuserait Montcourreau dans l'Alsace, le Nobel de Jean Tirole sonne un peu comme le prix Sakharov des droits de l'homme que l'on décerne chaque année à un dissident incompris et maltraité dans son pays. Alors il y a bien Laurent Mauduit sur Mediapart qui rappelle dans un article qu'il avait autrefois classé Jean Tirole parmi les imposteurs de l'économie, ceux qui ont participé à la financiarisation du système. Mais globalement, le prix Nobel français est l'occasion d'une charge généralisée contre les blocages idéologiques, le conservatisme et tout ce qui empêche les réformes réclamées par Bruxelles. Car derrière les articles sur François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron et les fâcheries du PS, c'est bien l'Europe qui est omniprésente. L'Europe qui, nous dit Coralie Delhomme dans une tribune du Figaro, étrenne ses pouvoirs flambant neufs en retoquant le budget de l'Hexagone avant même son examen par les parlementaires nationaux. Nouvelle étape, nous dit-elle, vers la montée des extrêmes par le désarroi que génère la démission du politique face aux exigences sans cesse croissantes de la technique. Un prix Nobel ne suffira pas à apaiser cela. Il pèse de plus en plus dans l'économie, ce sont les seniors, Natacha. Mais oui, parmi les enjeux économiques à prendre en compte, il y a le grand âge, la dépendance. Alors le magazine Cosette consacre un article à un livre publié ce mois-ci, Les dépossédés. Le titre de l'article est explicite, ces vieux qu'on dépouille. Certains perdent la tête, certains sont parfaitement antipathiques, mais Valérie Labrousse les a rencontrés pour les interroger sur le traumatisme qu'ils ont vécu. Des hommes d'affaires, des tuteurs qui les enferment dans des maisons de retraite pour s'approprier peu à peu tous leurs biens. Au lieu d'être considérés comme des sages respectés et protégés, écrit-elle, on trouve qu'ils sont moches et qu'ils coûtent cher à la société. Aujourd'hui, ils ne sont rien d'autre qu'une matière à recycler ou à éliminer. Terrible miroir de notre modernité. Mais ils sont humains, contrairement aux robots dont on parle également ce matin. Les robots nous occupent visiblement plus que les vieux. L'article est d'ailleurs passionnant. Il est dans les Échos et il pose la question des problèmes éthiques générés par le futur statut des robots. Un exemple, un conducteur, quand il conduit, opère des choix instinctifs. Un logiciel de conduite, lui, répondra à une programmation. Alors va-t-on le programmer pour qu'il choisisse, en cas de collision inévitable, d'aller percuter une grosse berline solide plutôt qu'une petite voiture citadine, quitte à blesser les occupants de la berline. Et que dire des robots létaux autonomes ? Eh bien oui, vous ne saviez pas que ça existait déjà. Ça donne une nouvelle perspective au débat sur l'euthanasie. Donc à lire dans les Échos, on termine non pas avec une grand-mère, mais avec une arrière-grand-mère. Mais oui, Anne Achter, elle n'a pas de problème de tutelle, mais elle aussi se sent discriminée pour son âge. Le site Atlantico nous raconte comment cette arrière-grand-mère de 114 ans essaie de se maintenir à la pointe de la modernité. Alors adepte de FaceTime et de l'iPad, elle a voulu s'inscrire sur Facebook. Mais là, surprise, au moment d'inscrire sa date de naissance, impossible de remonter avant 1905. Même un courrier à Mark Zuckerberg n'y a rien changé. Elle a été obligée de se rajeunir de 15 ans. C'est vexant quand même. La modernité n'a pas prévu que les personnes âgées se connectent. Elles ont juste le droit de croupir dans des mouroirs. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. On se retrouve demain, Natacha. À demain.